À tout moment, vous entendez les ronrons dans mon micro. J'ai aucune idée d'où ça va rendre. Ça va faire une vidéo ASMR. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Aujourd'hui, je me suis inspirée d'une vidéo que Perceline avait fait sur sa chaîne Barocco Podcast et Lecture. Elle proposait une rétrospective de sa vie en tant que lectrice, de sa tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et j'avais adoré ce concept et j'avais envie donc de vous partager ma rétrospective à moi, mon parcours de lectrice, pour vous faire découvrir toutes les lectures qui, accumulées, ont construit la personne que je suis aujourd'hui. J'espère que ça va aller la vidéo, parce que j'ai Didine sur mes genoux, donc à tout moment, ça part en cacahuète. Et la lumière, il y a du soleil, hein. On est mi-février, mais le soleil est là aujourd'hui, donc je vais pas me plaindre. Mais ça s'en va et ça revient, comme on dit. Donc à tout moment, la lumière, ça fait n'importe quoi. Je m'en excuse par avance. J'ai mon petit carnet avec mes lectures, les lectures que je vais vous présenter aujourd'hui. J'en ai pas mal. On va voir ce que ça donne. Sachant que, n'étant pas très futée, je me suis pas dit que ça aurait été mieux de tourner la vidéo après que je sois passée chez ma mère, parce qu'en fait, la plupart des ouvrages que je vais vous présenter, eh bien, ils sont chez mes parents, chez ma mère, dans ma chambre là-bas. Donc, je vais vous les mettre en insert pour la plupart. Et je vais commencer par vous donner des repères sur les dates de ma vie, et un petit background sur qui je suis, dans quel contexte j'ai grandi. Donc je suis née en 1998, j'ai maintenant 28 ans. J'ai passé mon brevet en 2012 et mon bac en 2015. Donc voilà, c'est un peu le découpage puisque je vais vous présenter dans un premier temps les livres de mon enfance, les livres de mon adolescence et enfin les livres de mes années, ce que j'appelle jeune adulte, c'est après le bac. Je me suis beaucoup reconnue dans la vidéo de Perceline que je vous mets en description parce que comme elle, j'ai grandi avec une maman professeure de français et donc comme elle, je suis tombée un peu dans la marmite quand j'étais petite. Je sais pas si j'aurais pu faire autrement que d'être très tôt éveillée aux histoires, à la lecture, même si vous allez voir, je suis passée à côté de grands classiques entre guillemets de la littérature jeunesse et de l'imaginaire. Je précise ça parce qu'aujourd'hui je suis une lectrice et autrice de l'imaginaire. Pourtant c'était pas le genre principal que je lisais dans mon enfance, bien au contraire. Et donc comme je disais, je commence avec les livres qui ont marqué mon enfance. Ça me stresse parce que je sais que j'ai pas tout noté et là qu'au fur et à mesure de la vidéo, il risque d'en revenir là, que je me remémorais de 2 titres et puis même après le tournage, après le montage, j'ai repensé à des choses. Mais bon, écoutez, s'ils m'avaient tant marqué que ça, ce seraient les premiers qui me seraient venus à l'esprit, je pense. Et puis sinon la vidéo, ça serait un feuilleton encore. Donc on va essayer d'être exhaustif. Je voulais commencer par des livres de contes, des livres d'histoire. Et oui, si vous me connaissez, ça ne sera pas étonnant. Des livres que j'ai eus en héritage parce qu'il y en a certains qui étaient chez mes grands-parents, que j'ai récupérés aujourd'hui, d'autres qui appartenaient à ma tante, qui est aujourd'hui décédée. Et donc, c'est des contes illustrés ils ont comme point commun d'être illustrés par Maharaja. Donc, c'est vraiment des vieux livres qui sentent bon quoi le papier jauni, j'adore ça. Pour vous dire, ma tante, elle est née dans les années 1950, voilà. Donc elle a grandi dans les années 60-70 pour vous donner un aperçu. Et donc Maharaja, alors là j'ai la version de Pinocchio. Hop. Et chez moi, j'ai les contes d'Andersen et Alice de l'autre côté du miroir, illustré par lui. Je vous mettrai en fait des images des autres albums que j'ai à la maison chez ma mère, parce que c'est un style d'illustration, un style de dessin qui m'a vraiment marqué. Là, vous avez l'illustration de Pinocchio et qui ont fait que c'est mes premiers contes en fait. Alors,
On a notamment les contes d'Andersen avec Les Cygnes sauvages, qui est un de mes contes préférés, Les fleurs de la petite Ida, Le vaillant petit soldat de plomb, pardon, qui sont vraiment ce qui explique pourquoi Andersen est aujourd'hui mon auteur de contes préféré, parce que les premiers contes que j'ai découverts, je pense que c'était les siens. Et on a également, donc comme vous voyez là, Pinocchio. Alors, pour la petite histoire, Pinocchio, je l'avais également en autre album. C'était une version illustrée, mais il y avait une cassette, parce que c'était les cassettes à l'époque, où il y avait en fait le conte lu par Marlène Jobert, une actrice française, la maman d'Evaline, si vous savez pas. Sauf que, alors, je sais pas si c'est à cause du Disney ou si c'est à cause de cet album-là que je tiens entre les mains et hop, voilà, cette scène-là particulièrement. Et enfin, je sais pas, mais j'ai été terrifiée par Pinocchio quand j'étais petite. Voilà, la scène où il se transforme en âne, la scène où il ment et son nez s'allonge. Je sais pas, cette histoire me terrorisait et pendant longtemps, je refusais de regarder le dessin animé, qui en vrai, il fait triper quand même. Et à tel point que cet album slash cassette avec Marlène Jobert, je demandais à mes parents qu'ils me le cachent la nuit parce que j'avais peur que Pinocchio prenne vie et sorte de l'album pour venir me voir. Et j'étais terrifiée dans les magasins de jouets. Il y avait plein de pantins en bois, l'effigie de Pinocchio, où il l'habillait en rouge, sa tenue traditionnelle en Italie, avec son petit chapeau pointu. Je vous mettrai une image. Ça me terrorisait. Et pendant longtemps, je sais pas pour expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai une fascination pour ce conte qui est tellement étrange, glauque, bizarre et tellement il a tellement de symbolique dedans. Bah, j'ai quand même deux projets de romans. Alors pas forcément de réécriture, mais de romans qui s'inspirent de Pinocchio. Mon projet actuel, le projet Pygmalion, ça s'inspire du mythe de Pinocchio. Et mon projet que j'appelle mon projet Hugo, il y a aussi du Pinocchio dedans. Ouais, c'est drôle comment Didine, comment une œuvre qui me terrifiait petite autant qu'elle me fascinait a su grandir en moi. Alors, j'avais également enfin, c'était dans la bibliothèque de ma maman. En tant que professeure de français, elle avait des ouvrages destinés au sixième. Elle avait des ouvrages autour des chevaliers de la table ronde, mais surtout de la mythologie grecque. Il y avait par exemple les voyages d'Ulysse, les 12 travaux d'Hercule, etc., etc. Et en fait, c'était donc une adaptation pour les enfants de ces récits mythologiques. Donc ils étaient découpés par petits chapitres pour chaque travaux ou chaque péripétie d'Ulysse lors de l'Odyssée. Et à côté, il y avait en fait des fiches personnages pour chaque dieu et déesse grecque. C'était fascinant parce que du coup, tu avais son portrait, ses attributs, ses parents, le mythe, etc. Et moi, je dévorais ça quand dès que j'ai su lire. Et c'est comme ça que je suis tombée dans une passion mythologie grecque. J'étais plus mythologie grecque que mythologie égyptienne ou nordique, moi, voilà. Et ça, c'est une passion que j'entretiens encore aujourd'hui, mais à tel point qu'à l'époque, enfin, je connaissais plein de mythes et légendes. Et le soleil s'en va. Et de mythes et légendes grecques que je connaissais par cœur, que je racontais tout. Enfin, je sais pas, c'était vraiment presque un intérêt particulier pour ça, mais je pense pas être la seule. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup d'enfants en vrai. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fascine autant que les mythes, légendes et les contes de fées, parce que pour moi, c'est les origines de l'humanité se trouvent ici. Et dès que je peux, dans mes romans, je mets des petites miettes de références mythologiques. Dans mes premières lectures que j'avais aussi, c'était un magazine. J'étais abonnée à mon premier J'aime lire. C'était pas J'aime lire, c'était le niveau avant, vraiment les premiers lecteurs. Et à chaque fois, il y avait une petite histoire à chaque numéro. Alors, je sais plus si c'était hebdomadaire ou mensuel, je n'ai aucune idée parce que on a fait le tri depuis, je les ai pas gardés. Mais ce qui me marquait surtout, c'était à la fin, il y avait la bande dessinée Martin Matin. Vous connaissez peut-être le dessin animé, mais moi je lisais en bande dessinée dans mes premiers J'aime lire, où c'est l'histoire d'un petit garçon, Martin, qui tous les matins se réveille en
en incarnant un nouveau personnage. Un matin, il est un super-héros, un autre, je sais plus. Et sa meilleure amie slash amoureuse s'appelait Roxane. Et il y a un épisode où il se réveille un jour en Cyrano de Bergerac. Et du coup, référence à Roxane et tout. Et je réalise que c'était ma première rencontre avec Cyrano de Bergerac. C'était dans Martin Matin. Voilà, ça me fait rire. Comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, moi, je n'ai pas grandi avec les classiques entre guillemets de la littérature jeunesse et d'imaginaire. J'entends par là Harry Potter, Percy Jackson, Le Monde de Narnia, ou même plus tard quand j'étais ado, Hunger Games. Tout ça, j'ai pas lu. Je suis vraiment passée à côté. Ça m'intéressait pas forcément, ou alors je les ai découverts en film. Harry Potter, Percy Jackson, discutable le film. Narnia, tous, je les ai vus en film parce que mon oncle était tous très pop culture et tout ça, et très tôt ils nous emmenaient au cinéma, moi et mes cousins, pour aller voir tout ce qui est les films de magie, de super-héros, les Star Wars, etc. Mais en lecture, j'avais très peu de lecture de l'imaginaire parce que je piochais dans la bibliothèque de ma maman. Par contre, ce que j'ai découvert, ce que j'ai dévoré quand j'étais petite, bien trop jeune, je pense, mais qui appartenait à ma mère, c'était la seule saga d'imaginaire qu'elle avait dans sa bibliothèque, c'est la saga en bande dessinée Torgal. J'étais en primaire, ça c'est sûr. Je savais lire, mais même avant de savoir lire, je piochais dedans et je regardais les images. Et Torgal, c'est assez connu dans la BD franco-belge. C'est un mélange en fait de fantasy et de science-fiction, puisque c'est Torgal, l'enfant des étoiles. C'est un petit garçon à la manière des mythes anciens, à la manière d'un Moïse par exemple, ou d'un Luke Skywalker, voilà. Un petit garçon qui est recueilli en fait par les Vikings, par une tribu viking, un peuple viking, dans une rivière, dans une sorte de comme de petits vaisseaux spatials. Et je dis ça, bien sûr, j'ai même pas cité Superman, la référence est évidente aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'il est appelé l'enfant des étoiles. Et comme il vient des étoiles, on lui donne le nom de Thorgal, en référence au dieu Thor. Donc, il y a un mélange, c'est un univers où on va avoir la mythologie viking, puisque les dieux et déesses vikings apparaissent dans le texte. On a, au d'un moment, il y a un album où il y a, alors c'est Frigga, avec la femme d'Odin qui a ses chats ailés. On va voir Loki. Moi, Loki, je l'ai pas découvert avec Marvel, je l'ai découvert à travers Thorgal. Plein d'autres références. On va voir le Valhalla, voilà, et il va y avoir également d'autres créatures mythiques parce que Tangal, il va voyager en fait dans le monde, et il y a aussi ce côté science-fiction puisque il vient d'un peuple des étoiles. Donc il y a ce mélange qui m'avait fascinée quand j'étais petite. Et donc Torgal, il y a son histoire d'amour avec Aricia. Ils vont avoir des enfants, Jolan et Louve, et ces enfants qui ont des pouvoirs parce que ils descendent d'un fils des étoiles. Donc Jolan, il a des pouvoirs psychiques, il peut décomposer la matière avec la pensée. J'étais amoureuse de Jolan quand j'étais petite, pour tout savoir. Et Louve, elle sait parler aux animaux. Et c'est une saga qui est assez longue, une saga familiale. On voit grandir les enfants, on voit Thorgal et Aricia vieillir, ils sont séparés, ils doivent déménager. D'un moment, Thorgal, il perd la mémoire, et Aricia le retrouve des années après. Enfin, c'est passionnant. Il y avait aussi des tomes uniques. Je pense alors Arsinoé. Non, ça c'est la sœur de Cléopâtre. Alinoé, je sais plus. Il y a un tome, une histoire, un one shot, en fait, où Thorgal est absent et Aricia vit avec Jolan encore tout petit sur l'île. C'est là où ils ont trouvé refuge parce que les ennemis de Thorgal le poursuivent. Et en fait, il y a une apparition, un personnage étrange aux cheveux verts qui apparaît, et ça comprend, il fait un peu alien et tout. Est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est la Aricia et Jolan qui deviennent fous? Et vraiment, il est terrifiant cet album. Voilà, ça m'a marqué. Il y a aussi le personnage de Chris de Valnor qui est vraiment un peu la rivale d'Aricia, la blonde et la brune, mais c'est vraiment la femme fatale, la femme indépendante, la guerrière. Même si Aricia, j'ai toujours adoré,
elle est pas que un peu la femme au foyer, la princesse viking. Elle se dévoile au fur et à mesure des tomes et j'adore ce personnage féminin. Voilà, c'est toute des galeries de personnages, des univers, des mondes qui m'ont marqué. Et il y a notamment mon album préféré, c'est Au-delà des ombres, je crois, où Aricia est décédée. C'est dans l'un des premiers albums, donc et en fait Thorgal descend dans le royaume des morts avec Shanna, une jeune fille qui est amoureuse de lui, qui l'idéalise et tout. Elle le suit par amour pour Thorgal, alors que lui va trouver l'âme de sa bien-aimée. Et ça, c'est encore une catabase. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai écrit moi-même une catabase et ça a été aussi une inspiration, je pense, inconsciente de la Mélodie des Limbes, je m'en suis aperçue plus tard, parce que même si ma représentation du Royaume des Morts n'a rien à voir avec celle qu'il y a dans cet album-là, il y a quand même une mélancolie dedans qui restait présente en moi, qui m'a beaucoup marqué, notamment le personnage de Shanna, dont la scène finale est magnifique et tragique et me hante encore des années après. Il y a une incarnation de la mort qui a rien à voir avec l'incarnation que moi j'ai donnée dans mon roman, mais il y a cette idée-là de la mort qui coupe les fils de vie, vous voyez. Donc voilà, je pense que ça a bien, ça a infusé en moi pendant des années, ça a nourri mon imaginaire d'autrice. Et dans un autre roman qui s'apparente un peu à de l'imaginaire, parce qu'il y a de la magie, c'est Le Chevalier au bouclier vert de Dilverless. C'est aussi un roman qui m'a marqué quand j'étais en primaire et qui je me suis un petit peu inspirée. Alors c'est un roman de chevalerie, je crois qu'on c'est Thibaut qui s'appelle avec son écuyer, j'ai plus le nom, et c'est vraiment ça commence quand il est adoubé, donc c'est le fameux chevalier au bouclier vert, c'est César Moiri, et ils sont amoureuses de la belle Éléanore, la fille du comte de Blois, qui est là une belle jeune femme blonde et tout. Donc il y a vraiment l'amour courtois, il fait tout pour la retrouver, parce que Éléanore, elle est victime des complots pour le pouvoir de sa sœur, la brune Rosamonde, qui est un peu sorcière et tout, et qui est un personnage qui me fascinait parce qu'il y avait cette relation complexe de jalousie entre les deux sœurs, et Rosamonde qui me fascinait parce que c'était la méchante, mais elle était puissante, sûre d'elle, elle avait des pouvoirs, et donc Thibaut part en quête pour sauver la vie d'Éléonore qui est en danger de mort à cause de sa sœur Rosamonde. Et donc il va rencontrer des sorcières, affronter des espèces de golems et tout. Lui, vraiment cet univers chevaleresque, amour courtois et moyenâgeux, un peu ce côté-là qu'on va retrouver dans les romans chrétiens de Troyes. Et le prénom Rosamonde, je l'ai réutilisé dans mon roman Le cœur des ronces, que je n'ai pas coté, je vous mets l'insert là, qui en fait c'est le nom de ma fée des ronces, Rosamonde. Voilà, ça vient de là. Il y a 3 sagas qui m'ont marquée lorsque j'étais enfant. La première, c'était la saga des Fantomètres de Georges Chollet à la Bibliothèque Rose. C'est un anniversaire quand j'étais petite, une ou un ami m'avait offert 2 tomes de Fantomètres. Je crois que c'était les vacances de Fantomètres et Fantomètre et la maison hantée. Et je suis tombée complètement amoureuse de Fantomètre, de cet univers-là, des années 60, où en fait on a si vous connaissez pas Fantomètre, c'est l'ancêtre de Ladybug. Voilà, si vous savez Ladybug, le truc dont sont fans les enfants là depuis 10 ans bientôt, ça vient de Fantomètre puisqu'on a cette super héroïne parisienne, française, qui s'appelle Françoise Dupont, qui a une double identité, qui est une élève brillante, très intelligente le jour, et la nuit, elle se déguise en Fantomètre, et elle va en fait, c'est une justicière masquée, donc ses ennemis, c'est, comment il s'appelle, le Furet, voilà, qui est un as du cambriolage et tout, il y a à chaque fois, elle déjoue des complots et tout ça, et puis des fois, il y a, voilà, dans Fantomètre et la maison hantée, de mémoire, c'est il y a un fantôme dans la maison et elle va s'apercevoir que c'est des truqueries, parce qu'il y a comme un film qui est tourné, donc c'est avec des décors de cinéma. C'était passionnant. Voilà, il y avait Fantomètre et son prince, les aventures de Fantomètre, Fantomètre contre Fantomètre. Il y en avait plein parce que je me suis mise à les collectionner. Et je sais pas,
je suis tombée amoureuse de cet univers à tel point que quand j'étais en primaire, j'écrivais des histoires avec pas des collégiennes encore, des petites filles de primaire qui menaient des enquêtes aussi dans leur voisinage. Vous voyez, ça venait de ça. Quand j'étais petite, je voulais être Françoise Dupont, voilà. Et je les collectionne encore. Quand je vais dans des bouquineries, quand je vais dans des brocantes et que je trouve des tomes de Fantomette, vraiment les vieilles bibliothèques roses en cartonné illustrées à l'intérieur, je les achète, je les collectionne. Voilà. J'ai également une période autobiographie. Comme je disais, je piochais en fait dans la bibliothèque de ma mère et en fait quand j'étais en primaire, elle m'a fait découvrir les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Donc il y a La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets et Le temps des amours. Il y a 4 tomes qui racontent son enfance en fait dans le sud de la France, à la Bastille Bleue. C'est la maison de vacances qu'il louait avec sa famille dans la Garrigue. Et là vraiment c'est l'atmosphère en fait, les cigales, la chaleur du sud, c'est vraiment les vacances d'un enfant, c'est quelque chose d'universel parce que ça date début 20e, ouais, Marcel Pagnol. Et les premiers amours, l'amitié avec son Lily quand ils vont braconner dans la Garrigue. Au même âge, j'ai aussi vu les films d'Yves Robert qui ont été adaptés. Et je sais pas, j'avais une passion pour la plume de Marcel Pagnol et ce côté très nostalgique d'une enfance que je n'ai pas connue, ce que j'ai pas vécu à cette époque. Pourtant, je me retrouvais dans ces vacances-là de Marcel petit avec son petit frère Paul. Et puis il y a aussi une certaine mélancolie dans le château de ma mère. Et bon, vous le savez sûrement déjà, j'en ai déjà parlé, mais en fait, la fin du château de ma mère de Marcel Pagnol m'a inspiré en fait pour ma novella Sous un carré d'immortel, puisque le titre Sous un carré d'immortel vient du château de ma mère. C'est une citation, voilà, que je mets ici au décès de son amie d'enfance Lily qui est décédée pour la Première Guerre mondiale et qui est enterrée sous un carré d'immortel. Vous voyez, c'est vraiment ce genre d'œuvre que j'ai rencontré assez tôt dans ma vie de lectrice et qui sont restées en moi après toutes ces années. J'ai jamais rien lu d'autre de Marcel Pagnol. Je me dis, faudrait que j'essaye un jour. Mais voilà, les souvenirs d'enfance de Pagnol et dans les autres autobiographies que j'adore toujours autant. Ne me moquez pas de moi, mais c'est La petite maison dans la Paris de Laura Ingalls. Alors, pourquoi je dis de pas vous moquer? Parce que souvent les gens, quand on leur dit petite maison dans la Paris, ils pensent au feuilleton des années 70, le feuilleton américain, peu cliché par excellence, où on suit la famille Ingalls, les petits fermiers et tout, leurs aventures avec Laura et ses tresses, là. Et c'est vraiment ah bah après je regardais ça quand j'étais petite, ma mère regardait ça quand elle était petite, quand il y a la rediffusion sur M6, elle re-regarde, vous voyez. C'est un truc vraiment générationnel qui me fait penser un peu à Anne of Green Gables, c'est un peu le même genre. Cette petite fille qu'on se voit grandir avec ses amours, sa famille et tout. Et en fait, ma mère elle m'a mis dans les mains petites les romans, puisque Laura Ingalls a vraiment existé. Et en fait, de la série La petite maison à Paris, qui est un petit peu cucu, c'est vrai, et inspiré en fait de l'histoire de l'enfance de Laura. Et je suis tombée dedans. Alors c'est toute une saga de sa toute petite enfance jusqu'à qu'elle épouse son mari et qu'elle ait sa propre maison et sa petite fille. Voilà, là, c'est vraiment on voit Laura grandir. Et en fait, il y a la différence qui m'a sauté aux yeux, c'est que déjà il change de tome en tome, il change d'endroit parce qu'en fait, ce sont des pionniers, les Ingalls. Ça veut dire que ce sont des fermiers qui changent d'état en état au fur et à mesure c'est la conquête. Enfin, c'est dans le 19e siècle. C'est des états encore inexplorés. Ça commence au Wisconsin, dans les grands bois près du Canada, et puis ils vont. Alors, j'ai plus je crois qu'ils vont au Dakota. J'ai plus tous les états qu'ils font, mais il y a ces voyages à travers l'Amérique et tu vois l'Amérique de l'époque et la difficulté de la vie sur la route. Et puis c'est une famille qui est assez pauvre, donc tu vois Charlie Ingalls qui cultive la terre, tu vois ils construisent la maison avec des rondins de bois, etc. Ils croisent des grizzlies, des pumas. Il y a aussi les Indiens, parce qu'au bout d'un moment, ils construisent leur maison sans le savoir sur un chemin en fait où les Indiens, quand ils changent en fait, ils font comme une migration à certaines périodes de l'année.
Alors, je dis les Indiens, c'est parce que c'est les Indiens dans le texte, mais il faudrait dire les natifs d'Amérique, en fait, les personnes natives, puisqu'ils ont rien d'indien. Et en fait, ils passent là, et en fait, il y a cette cohabitation entre les natifs et ces colons, en fait, ces pionniers, ces Américains, quoi. Enfin, ces blancs qui sont devenus Américains, alors qu'ils sont pas les Américains de base, techniquement. Et c'était passionnant, cette conquête de l'Ouest, ce côté un peu western, la difficulté sur la route, Laura qui grandit, la vie à l'époque, quand elle décrit quand sa mère va acheter du tissu qui confectionne les robes, les repas, la difficulté. Il y a ce tome qui s'appelle Un hiver sans fin, qui est énorme comme ça, qui raconte l'hiver qui commence au mois d'octobre et qui finit en mars-avril, où c'est que du blizzard, les gens meurent de froid chez eux, enfin, je ressentais le froid, alors dans leur petite maison, ils sont tous à côté du poêle à bois, et ils, ils sont frigorifiés et ils ont plus à manger. Enfin, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus aventureux aussi que la série, qui est très aussi romancée. Il y a la Marie, la sœur de Laura, qui meurt, qui manque de mourir je sais plus quelle maladie qui la rend aveugle. Alors, il y avait du coup, il y a la petite maison dans le Grand Bois, la petite maison dans la prairie, sur les rives du lac, non, il y a plusieurs tomes, etc., jusqu'à la fin. Et il y a un tome compagnon qui n'a pas été écrit par Laura Ingalls, mais par une de ses amies des années plus tard, qui raconte une partie de sa vie qu'elle n'a pas voulu écrire parce qu'en fait, c'est l'année où en fait son petit frère est né et qui est décédé très vite. C'est pour ça qu'il y a que des sœurs, parce que le seul garçon qui est né, à l'époque, voilà, les bébés mouraient assez facilement. Et c'est un autre point de vue encore. Enfin, ah ouais, franchement, La Petite Maison Lapin, il faudrait que je les relise. Je les avais tous chez Castor Poche. Donc ils sont quelque part chez ma mère. Il faudra que je les relise. Et je sais que Gallimard les a ressortis dans des jolies éditions il y a pas longtemps. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle adaptation en série de La Petite Maison Lapin qui est prévue, qui est en tournage actuellement. J'espère que c'est pas encore un truc joué sur la nostalgie et un autre rebooked, mais en fait j'espère que c'est une adaptation fidèle en fait des romans, avec ce côté-là plus dur, plus aventureux, plus voilà, sur cette vie des pionniers au 19e siècle aux États-Unis. Allez, je vais m'arrêter là pour mon enfance. Oula, une apparition. Ah, la lumière, elle a changé. Bref, je vais passer aux lectures qui ont marqué mon adolescence. Alors, je pourrais vous parler des chairs de poule que j'ai découvert au CEDI du collège, qui ont été mes premiers frissons en tant que lectrice. Bon, si ça vous intéresse, j'avais fait un épisode du podcast il y a 2-3 ans sur mes lectures frissons avec Nora et Sandy. Je vous mets ça là, où je parle de comment certains chairs de poule m'ont traumatisée quand j'étais petite. Au collège, je dévorais également La Rose écarlate, une bande dessinée avec parce que j'adorais l'histoire de Cartouche. Voilà, il y avait le dessin animé Cartouche, Prince des Faubourgs, et le Cartouche avec Jean Belmondo et euh, et Claudia Cardinal, pardon. J'adorais ce film, et donc c'était le prince des voleurs, et là La Rose écarlate, c'était l'équivalent au féminin, et il y avait également une histoire d'amour avec Guilhem, un noble qui a une double identité aussi, donc c'est ce côté un peu ils savent pas qu'ils sont que à la ville et à la nuit, voilà, ils ont deux identités différentes sans savoir qu'ils sont l'un et l'autre. Ça a plein d'aventures, il y a de l'amour, des rebondissements, des trahisons, etc., des secrets et tout. J'adorais La Rose écarlate, alors que je me suis arrêtée après la première époque, je pense. J'ai pas continué parce que ça a continué jusque très récemment. Et malheureusement, Patricia Lifoung, l'autrice de La Rose écarlate, est décédée en janvier 2025, il y a un an. Et ça a été vraiment dur pour moi, parce que c'était une partie de mon enfance, mon adolescence qui partait, voilà. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait un dessin animé qui sortait en ce moment, une adaptation de La Rose écarlate. Donc, est-ce que vous avez lu La Rose écarlate? Moi, j'ai pris le tome 1 au CDI de mon collège, et ça marche pas forcément, alors que dans les autres CDI, ça marchait, et là, ça prend pas. Je suis déçue, parce que pour moi, c'était vraiment le best-seller des CDI, quoi.
Au collège, j'ai également découvert la saga Uglies de Scott Westerfeld. Donc, c'était ma dystopie à moi. Et c'est parce que ça date d'avant Hunger Games, voilà. Et malheureusement, ça n'a pas eu, je pense, le succès que cette saga méritait. Il y a eu une adaptation en film il y a 2-3 ans sur Netflix que j'ai même pas osé regarder tellement qu'elle a l'air nulle. Alors après, c'est peut-être moi qui idéalise. J'ai plein de poils de Disney. C'est peut-être moi qui idéalise trop Uglies parce que je l'ai pas lu depuis l'adolescence, mais ça me paraissait tellement novateur. Alors le concept, beaucoup de gens se sont moqués du concept quand le film est sorti, mais le concept en fait c'est dans une société où jusqu'à 16 ans on est considéré comme des Uglies, ça veut dire qu'on est moche. Alors qu'on dit moche, c'est juste qu'on est des gens comme vous et moi, des gens normaux en fait. Et à 16 ans, il y a une opération que tout le monde fait de chirurgie esthétique, on devient des pretties, donc des gens à la beauté, à la plastique parfaite, vraiment. Et là, on va pouvoir aller vivre dans Prettiesville, en gros Pretty City. C'est une ville où les gens, font la fête tout le temps. C'est le malheur n'existe pas, c'est les gens parfaits qui. Et on suit donc Tally, qui n'attend qu'une chose, c'est d'arrêter d'être une ugly pour devenir une pretty. Sauf qu'un jour, elle va croiser alors c'est Shay, je crois, elle va croiser la route de Shay, une fille de son âge qui, elle, fait le choix de fuir avant ses 16 ans, avant qu'on fasse l'opération de devenir de prêtise, pour se réfugier dans la forêt, dans la colonie de la fumée, où c'est des rebelles qui choisissent de rester uglies toute leur vie. Et ça, Tali, elle comprend pas comment on peut choisir de rester laid toute sa vie et pas intégrer la vie des prêtis, la vie parfaite, quoi. Et donc, les méchants de l'histoire, le gouvernement va la recruter pour qu'elle infiltre, en fait, ces rebelles, en fait. Vous imaginez bien que c'est plus que, enfin, est-ce que les gens se moquaient du concept, oh là là, tu veux être beau, machin, les yeux, enfin, oui, mais en fait, vous imaginez bien que ça cachait une critique, en fait, de la chirurgie esthétique, de la société des apparences, du paraître. Mais ça sortait bien avant Instagram, hein, et tout ça, la retouche photo et tout. Et vous imaginez bien, bon, spoiler un petit peu, enfin, quand ils font l'opération de chirurgie esthétique pour rendre les gens parfaits, ils touchent pas qu'au visage. Ils touchent un petit peu au cerveau pour qu'ils deviennent des gentils petits moutons. Voilà. Et ben moi, à l'époque, quand j'étais au collège, adolescente, waouh, j'étais waouh, c'est trop bien. Donc voilà, la trilogie Uglies. Je regarderai jamais le film, je pense. En plus, j'aime pas du tout l'actrice. Sa tête me revient pas, donc j'ai l'impression qu'ils ont massacré les romans de mon adolescence. Au collège, j'ai également découvert un autre roman de science-fiction. Alors c'est drôle parce que je lisais plus de science-fiction quand j'étais enfant ado que maintenant. C'est Virus LIV3 ou La mort des livres de Christian Grenier. J'adorais ce roman, je l'adore toujours autant parce que c'est une déclaration d'amour à la littérature, c'est un hommage à la littérature. Voilà. Et c'est grâce à ce roman j'ai découvert d'autres romans. Ça se passe en fait dans un futur plus ou moins proche où c'est une société en fait ça prend le contre-courant. C'est pas une société en fait où les écrans sont partout. Au contraire, c'est les gens de lettres, un peu l'équivalent de l'Académie française, qui fait le gouvernement, etc. Et du coup, c'est une société en fait où les écrans sont bannis. Il n'y a plus que la lecture qui compte, les gens lettrés. Donc c'est vraiment, il y a des cases dans la société. Pour avoir le permis de parler devant une personne, il faut vraiment devant une assemblée, il faut avoir un permis littéralement. T'es pas considéré comme assez intelligent, inscrit pour parler, voilà, ce genre de choses. En fait, c'est le contre-courant de nombreuses science-fiction qu'il y aurait pu avoir par le passé où les écrans allaient tout remplacer. Là, c'est l'inverse. Ce qui prouve qu'un extrême et l'autre. Et du coup, il y a des rebelles qui eux qui utilisent la technologie, qui créent un virus, le fameux virus de la mort des livres qui détruit les livres quand on les lit. En fait, si un livre est infecté, quand tu vas lire le livre, tu vas être infecté toi et tous les livres que tu liras vont être infectés. C'est comme ça que ça se propage. Ça commence, la BNF a été infectée, donc tout le catalogue de la BNF est en train de disparaître. Donc c'est l'histoire de la littérature, l'humanité qui disparaît. Puisqu'en fait, quand un livre est infecté, au fur et à mesure que tu lis les lignes disparaissent. En fait, il reste plus que des lignes. Donc en fait, en lisant un livre, tu le détruis. Voilà. Mais après, ce qui est fascinant, c'est que quand tu vas lire un livre contaminé,
certes, tu vas le détruire, mais en fait, ta lecture qui est unique, puisque tu peux lire qu'une fois, va devenir une lecture immersive où tu vas être comme plongé dans le monde de ce roman. Et du coup, il y a des passages où il rentre dans Fahrenheit de Ray Bradbury, ce genre de choses. Et du coup, tu peux rencontrer d'autres personnes. Si quelqu'un lit le même roman que toi en même temps, un roman contaminé, ils peuvent se retrouver dans le monde de ce roman. Et du coup, l'héroïne qui s'appelle Alice, référence à Alice de Lewis Carroll, parce qu'elle s'appelle Alice C comme Carol Wonder, voilà. Elle est sourde et muette. Et en fait, elle s'exprime à travers la lecture et le texte parce que c'est une autrice. Et voilà, c'était passionnant comme lecture. Il y a une histoire d'amour qui est magnifique. Il y a des références à d'autres romans. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Monday, qu'elle a sur les réseaux sociaux parce que elle a beau être une lettrée, elle participe également aux activités interdites avec le web. Et Monday, c'est une référence à Montag dans Fahrenheit de Ray Bradbury. Donc voilà, j'adore et je vous le conseille. Je pense que ça peut se lire à tout âge. C'est un bel hommage à la science-fiction et à la littérature aussi. Alors, j'ai également eu ma période vampire. Alors, j'ai jamais lu Twilight. Je suis passée complètement à côté. Ça m'a jamais intéressé. Mais quand j'étais au collège, j'ai une de mes meilleures amies de l'époque, Mélissa, qui m'a offert le premier tome d'une saga qu'elle avait acheté parce que l'autrice s'appelait Mélissa. Donc il s'agit des Vampires de Manhattan de Mélissa de la Cruz. Et j'ai dévoré toute cette saga qui mélange un peu tout ce qui va être vampire et Gossip Girl parce que ça se passe dans le Upper East Side new-yorkais, voilà. Il y avait le personnage de Théodora qui est une gothique, voilà. C'est la fille qui est pas comme les autres, avec Oliver, son meilleur ami, qui est amoureux d'elle mais qui lui avoue pas. Et elle est amoureuse de Jack, je crois que c'est Jack qui s'appelle, le frère jumeau de Mini, je sais plus. Et c'est vraiment moi, maintenant, je les imagine comme les jumeaux Lannister dans Game of Thrones. C'est vraiment les trop beaux gosses blonds aux yeux verts, des jumeaux qu'une relation peut... c'est pas au point de Jaime et Cersei dans le Game of Thrones, mais de mémoire, c'était un petit peu ambigu. Et ce sont des vampires. Et Théodora, c'est une sang bleu aussi, je crois. Voilà, il y a plein de sagas. Et puis bien sûr, Jack et Théodora, voilà. Parce qu'elle, c'était la fille un peu gothique bizarre, et lui, c'était le beau gosse magnifique qui tombe amoureux d'elle. Voilà, voilà. Et de mémoire, dans cette version-là, les vampires, c'est des réincarnations d'anges, voilà. Et ils ont tous chez ma mère, et des fois, je me dis, putain, faudrait que je les relise quand même. Voir ce que ça donne. Là, on arrive en troisième. Et en troisième, à l'époque, il y avait l'épreuve d'histoire des arts. C'était le premier oral que j'ai fait dans le cadre d'un examen. Et l'histoire des arts, alors c'est pas resté longtemps non plus. En fait, on avait un thème. Moi, c'était forme, représentation et critique du pouvoir, je crois. Et du coup, on avait plusieurs œuvres qui entraient dans ce thème. Donc, j'avais moi le déserteur de Boris Vian, Adolf Superman, une caricature est-ce que j'ai le droit de le dire sur YouTube? Une caricature d'Hitler. Si, on a le droit de le dire, je sais pas. Voilà, et j'étais tombée sur Adolf Superman, mais il y avait une œuvre que j'ai découverte en français dans le cadre de l'histoire des arts. Je suis pas tombée dessus, mais sa lecture m'a profondément marquée et aujourd'hui, je pense que c'est ma pièce de théâtre préférée. C'est leur Antigone de Jean Anouilh. Il y a un temps, je la connaissais par cœur, cette œuvre. Elle me fait pleurer, elle me met en colère, elle me fait, voilà, j'ai envie de me rebeller quand je la lis. Alors je sais qu'il y a certains qui disent ouais, Antigone, c'est vraiment une crise, une adolescente qui fait sa crise de rébellion. Ah, peut-être, mais c'est bien plus que ça. Enfin, c'est passé à côté de l'œuvre de dire ça, et surtout que ça a été écrit et monté pendant l'occupation, à Paris occupé par les Allemands. Donc, vous imaginez bien qu'il y a un propos. C'est une jeune femme qui décide de se rebeller contre son oncle qui incarne le pouvoir. Enfin, elle sait que c'est interdit, que ses frères se sont entretués. L'un a le droit à des obsèques, l'autre on laisse son cadavre au vautour, ce qui est dans la tradition, la mythologie grecque. Et la pire chose qui peut arriver, parce que ne pas enterrer un mort, c'est le condamner à l'errance perpétuelle et jamais au repos.
Et donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va choisir d'aller enterrer son frère alors que c'est interdit par le pouvoir, ce qui sert d'exemple. Euh, et donc en faisant ça, elle sait qu'elle se condamne à mort et pourtant elle le fera. Et donc toute la pièce, c'est entre Créon, son oncle le roi et Antigone. Ce débat, pourquoi elle a fait ça, il essaye de la sauver, mais en même temps c'est le roi. Donc s'il refuse en fait de la condamner à mort, bah la loi n'a plus de sens parce que voilà, s'il commence à faire des exceptions, même pour sa nièce, voilà. C'est une tragédie. Alors, vous connaissez peut-être l'Antigone de Sophocle, mais moi, je préfère l'Antigone d'Anouilh. J'ai adoré aussi son Médée à Anouilh. Enfin, vraiment, waouh, cette claque que ça a été, que je relis de temps en temps. Et dans mon projet Hugo, dans cette biologie de roman que j'ai en tête depuis plus de 10 ans, qui est un ensemble de tout ce que j'aime, j'avais une idée d'un personnage qui était un peu une sorte d'Antigone moderne. Voilà. Lisez Antigone, Jean Anouilh. On arrive au lycée, là, et je vais faire la transition avec une autre pièce de théâtre que j'ai découvert avec mon prof de français en première, qui a été également une énorme claque, qui est une réécriture du mythe d'Oedipe. Donc il s'agit d'Incendie de Wajdi Mouawad. Alors attention, trigger warning de toutes les choses, la guerre, infanticide, torture, inceste, VIOL, tous les trucs, voilà. Ce roman, enfin cette pièce de théâtre, ça a été une claque, le genre de lecture qui vous marque à jamais. Si vous avez jamais lu la pièce, il y a le film de Denis Villeneuve qui l'adapte, c'est un de ses premiers films, donc c'est en français québécois. Voilà, je vous encourage à le découvrir, avec donc l'histoire, le fait que ça soit inspiré d'Oedipe, ça vous donne un indice, mais le twist, le retournement m'avait me foutu par terre, voilà. Ça se passe du coup, c'est l'histoire de Nawal, qui a été une victime de la guerre au Liban, les conflits religieux qu'il y a eu au Liban, et qui elle a finalement elle a été prisonnière de guerre, elle a été torturée pendant des années en prison, tout ça, et des années après, à sa mort, elle laisse en fait 2 lettres, de mémoire c'est 2 lettres, à ses enfants, des jumeaux, une lettre qui est adressée à leur père, ils savent pas ils savent qu'ils avaient un père, mais le père est inconnu, et à leur frère, et ils ignoraient qu'ils avaient eu un grand frère, voilà. Et du coup, toute la quête, ça va être de retrouver le père et le frère, et c'est mêlé aux souvenirs de Nawal quand elle était jeune. Waouh, c'était une claque. Moi, il y avait une scène en fait qui m'avait, c'est dur hein, ce que je vous dis, mais il y a une scène en fait que j'avais adaptée parce on faisait un spectacle à la fin de la première, et j'avais réécrit une scène qui a un monologue où elle raconte une scène de guerre où en fait il y a un soldat qui dit à une mère, choisis entre tes 3 enfants, je vais en tuer 2, tu choisis lequel qui doit vivre. Voilà, cette scène qui est horrible. Et ben je l'avais réécrit en fait en mise en scène où moi j'étais la narratrice, et en fait c'était avec des circassiens qui étaient pendus, et en fait à la fin quand il y a les coups de feu il y en a 2 qui tombaient. On avait fait une mise en scène au cirque parce que j'étais dans une classe de circassiens, d'art du cirque. Vous dire le truc vraiment, ça a vécu en moi, et il faudra que je l'ai pas relu depuis parce que j'en ai pas ressenti le besoin tellement que le texte il est encore en moi, vous voyez. Et c'est vraiment une œuvre qui m'a marqué autant que Antigone de Jean Anouilh. C'est le même genre d'œuvre pour moi. Alors ça, je vous parle en première, je suis partie vers la première pour faire la transition avec le théâtre, mais on va revenir en seconde, parce qu'en seconde, j'ai fait 1 an de classe à Bibac, donc c'est pour préparer le bac allemand, passer le bac allemand. J'en ai fait qu'1 an parce que ça me convenait pas, mais voilà. Donc l'allemand, j'en faisais beaucoup au lycée, j'avais 10 heures d'allemand par semaine, mes cours d'histoire géo étaient en allemand, voilà. Et donc pour replonger dedans, vraiment travailler ça, ma mère m'avait acheté des ouvrages en allemand. J'ai un recueil de nouvelles de Stefan Zweig, j'avais fait une dissertation en allemand sur une nouvelle de Stefan Zweig, et surtout, ma mère m'avait acheté les contes de Grimm en allemand. Voilà, donc Märchen et Das blaue Licht. Et en fait, dedans, ça m'a permis de redécouvrir certains contes que j'avais de mon enfance que j'avais oubliés en version bilingue, c'est toujours intéressant. Et c'est dans cette version-là que j'ai redécouvert au lycée Les 7 corbeaux des frères Grimm, qui est devenu, enfin, qui m'inspirait pour mon roman La Mélodie des Limbes. J'ai fait une vidéo dessus. Est-ce que je retrouve c'est dans lequel? Le diable aux cheveux d'or. Là, voilà. Et les illustrations. Les illustrations qui m'ont tellement marqué.
Les personnages de la lune et du soleil sont repris dans mon roman d'ailleurs. Voilà, donc si ma mère n'avait pas acheté ça, si je n'avais pas fait Abibac, peut-être que la Mélodie des larmes n'aurait pas vu le jour, pas de cette façon-là en tout cas. Parce que même si j'ai pas continué l'Abibac, j'ai continué en euro-allemand, je suis allée en Allemagne plusieurs fois, c'est un pays que j'adore. C'est pour ça que j'aime beaucoup la culture allemande et que j'en ai à peu près en tout cas dans beaucoup de mes romans. Voilà. Et enfin, avant que la caméra se coupe et que je dois la rallumer parce que ça se coupe au bout d'une heure, je vais vous parler un peu de poésie parce que il faut savoir que en 2014, donc quand j'étais en première, non, j'étais c'était novembre, donc j'étais en terminale avec Mélissa, ma fameuse amie Mélissa. On est allé voir Grégoire en concert, vous savez, au toit plus moi. Et donc on était allé le voir en concert et en fait il avait axé son concert. Il faisait souvent des monologues entre chaque chanson, il expliquait l'origine de certaines chansons et il disait qu'il avait été beaucoup inspiré par Victor Hugo. Et il a notamment récité ce qui est devenu peut-être mon poème préféré de Victor Hugo, Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin. Et en fait, sa récitation de ce poème d'Hugo écrit en hommage à sa fille décédée Léopoldine, qui est pour moi moins lyrique peut-être que de Mandelo, mais tout aussi poignant, ça m'a tellement marqué que voilà, j'ai dit à ma mère, il faut que je lise les Contemplations d'Hugo. Et je vais revenir dessus, mais ça coïncide avec ma période de découverte de Victor Hugo, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est mon auteur classique préféré. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin, de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue. Et, tout en écrivant parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelques arabesques folles et qu'elle avait tracées, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prévers, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver, radieux et charmants, passaient à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelques ombres en ses yeux. C'est magnifique. Je suis désolée, j'ai dû arrêter le tournage 2 secondes parce que je n'avais quasi plus de place sur la batterie, donc j'ai dû supprimer. De toute façon, l'enregistrement au bout d'une heure s'arrête. Bref, je parle trop. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais oublié des choses que j'ai lues au collège et tout. Donc voilà, je parle de trop et encore, j'avais pas tout dit. Par exemple, le pire, c'est que je l'avais sorti. Au collège, je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai parlé dans une vidéo. J'avais adoré donc Ariane contre le Minotaure de Mary-Odile Hartman. C'était la collection Histoire noire de la mythologie. Voilà, dedans vous avez tout. Je crois que ça est réédité maintenant parce que mes collègues de français, ils le font lire au 6e dans mon collège. Et donc moi j'avais lu Oedipe le maudit. Voilà, il y a tout, Orphée l'enchanteur, Belle Antigone, Médée, tout ça. Voilà. Et donc, et c'était ma première rencontre avec le personnage d'Ariane, qui est une de mes héroïnes préférées de la mythologie grecque. J'avais fait un update lecture sur l'Ariane de Jennifer Sand qui m'avait pas convaincue, et je mettais en parallèle de celui-là. Donc je vous le mets dans le i si jamais ça vous intéresse. Il faut également que je vous parle au collège alors attendez, j'avais noté l'autrice, c'est Annie Pietri. Est-ce que vous avez lu Annie Pietri? Alors moi, j'ai pas lu tout ce qui était Les Colombes du Roi Soleil et Complot à Versailles et tout, d'Annie G, je crois. Moi, je lisais Annie Pietri, notamment sa saga. Alors, c'est Les Orangers de Versailles et Parfum de meurtre. C'est ça. Il faut savoir que j'ai commencé, je sais pas pourquoi, par lire Parfum de meurtre. Parce que c'était pas écrit, c'était un tome 2. Et après, j'ai lu le tome 1.
Voilà, donc bon, ça, j'ai tout compris l'histoire quand même, hein, mais et j'ai vu récemment qu'en fait il y avait un troisième tome qui existait que je n'ai jamais lu, donc il faut que je mette la main sur les deux chez ma mère et que j'achète le troisième parce que j'avais adoré. Alors de quoi ça parle? Ensuite, alors c'est l'histoire de Manon, je sais plus. C'est une jeune fille, ça se passe donc à Versailles, sous Louis XIV, avec donc elle devient en fait parfumeuse de la reine, puisque c'est un nez, c'est comme Jean-Baptiste Grenouille dans le parfum. Voilà, c'est à peu près la même époque, on va dire. Elle a un odorat surdéveloppé, donc c'est pour ça qu'elle devient parfumeuse. Et comme elle est à la Versailles, elle va être mêlée malgré elle à des complots. Notamment, ça se passe avec à l'époque de l'affaire des poisons. Alors c'est la voisin, l'empoisonneuse qui a été condamnée parce que et là en fait dans ce roman, l'autrice imagine que c'est Madame de Montespan, je crois, la favorite de Louis XIV est mêlée à l'affaire des poisons avec la voisin et du coup Manon, je sais plus, grâce à son nez en fait, elle va être mêlée à tout ça parce qu'elle peut discerner les poisons. Enfin, c'était passionnant. Et il y a une scène qui m'avait vraiment marquée, puisque on est du point de vue de cette jeune fille, et comme elle a un odorat surdéveloppé, sa façon d'appréhender le monde est différente. Et il y a une scène en fait où elle déambule en tant que servante à Versailles. D'un coup, elle sent une odeur vraiment qui la chamboule, et la façon dont c'est décrit, en fait, elle tombe sur les restes d'un chocolat chaud dans une chocolatière en fait, ce qu'elle n'a jamais senti avant, puisque bah, elle est pas noble, quoi. Voilà, c'est une servante. Et là, le chocolat devenait à la mode, en fait, chez les nobles à cette époque-là. Et la façon dont l'autrice écrivait l'odeur du chocolat, c'était, oh, t'as envie de dire, mais c'est le meilleur chocolat que tu pourrais manger. Même moi qui connaissais le goût du chocolat, j'ai envie de dire, mais je veux goûter celui-là, quoi. Ça mettait l'eau à la bouche. Et ça m'a tellement marqué, cette façon de décrire une odeur, que des années après, là, j'ai un projet de roman, mon projet folklore, j'espère hein, arriver à le concrétiser un jour. C'est la fantaisie, mais ça se passe dans un univers inspiré des Lumières, donc 17e plus 18e siècle, donc un peu plutôt Louis XV que Louis XIV, mais vraiment il y a ce côté-là en costume. Et en fait, mon système de magie est basé sur les 5 sens. Et il y a un personnage donc, qui a une magie liée à son odorat. Du coup, il a un odorat surdéveloppé, il peut faire des choses grâce à ça. Et je pense que ça vient de là. Voilà. Et j'en ai encore un qui m'a marqué. Je lisais un peu de romans policiers, et il y en a un, c'était Serial Blogger de Christine Ferré-Fleury, que j'avais adoré. Alors, ça, ça a vieilli, parce que du coup, c'était à l'époque des blogs. Moi, au collège, j'avais Skyblog, vous voyez. Et donc, tout ce qui était Insta et tout, ça n'existait pas. C'était MSN et Skyblog. Et donc, c'est un roman qui est publié un peu quelques années avant que j'entre au collège. Donc, c'est vraiment les premiers blogs avec un peu les langages SMS, les forums, etc. Et c'est vraiment dans l'intrigue, c'est vraiment les salons de discussion, quoi. Je pense qu'un ado lit ça aujourd'hui, il comprend rien. Bah, c'est pas du tout. Déjà que pour eux, Facebook, c'est daté. Alors ça, et donc pourquoi j'ai adoré ça? Parce qu'en fait c'est l'histoire de jeunes filles qui se lient d'amitié via un blog, et elles vont mener l'enquête une enquête en parallèle, parce que l'une d'elles va du jour au lendemain arrêter de venir sur son blog. C'est une fille hyper populaire qui a un blog hyper suivi, et du jour au lendemain elle ne donne plus de nouvelles. Du coup ses amis virtuels vont s'inquiéter sur sa disparition, vont enquêter, et en parallèle il y a une série de meurtres de jeunes filles. Donc vous imaginez bien que c'est lié. Et pourquoi ça m'a marqué? Parce qu'en fait, alors, semi-spoiler, si jamais vous voulez lire Serial Blogger, les meurtres sont en lien avec Jane Eyre de Charlotte Brontë, et ça a été ma première découverte de Jane Eyre, c'était à travers ce roman. Et c'est ça qui m'a donné des envies de lire Jane Eyre plus tard. Parce qu'en fait, le meurtrier, son pseudo sur les forums, c'est Rochester. Alors moi, au début, comme je connaissais pas Jane Eyre, j'avais aucune idée que, voilà. Mais je pense que quelqu'un d'adulte qui connaît Jane Eyre le lit, c'est tout de suite que Rochester, au début, c'est lui le meurtrier, tu vois. Et en fait, il y a un parallèle entre les jeunes filles qui sont des jeunes adolescentes, des jeunes filles. Elles sont retrouvées décédées dans une mise en scène un peu comme si elles avaient du sang, comme si elles étaient mortes de la tuberculose,
puisqu'en fait, le meurtrier essaye de reproduire la mort d'Ellen Burns, qui est la meilleure amie de Jen, qui meurt de la tuberculose au tout début du roman. Ce qui fait que pendant longtemps, j'étais aussi, moi, obsédée hantée par cette figure de cette petite fille qui meurt de la tuberculose, à cause de ce roman-là. Il y a des extraits de Jane Eyre, il y a une mise en scène autour, le meurtrier s'habille Jane Eyre, voilà. Ce qui fait que quand j'ai lu plus tard à la fac Jane Eyre, et je me suis aperçue qu'en fait Ellen Burns c'est tout au début, et en fait c'est toute l'histoire, c'est Jane après à Thornfield avec Rochester et tout. Ah oui, en fait Ellen elle a vraiment un tout petit rôle, et encore aujourd'hui cette scène où Jane rejoint Hélène dans le lit et qu'elles s'endorment toutes les deux ensemble et que Hélène meurt dans son sommeil et le matin on la sépare de sa meilleure amie qui est décédée. Cette scène, je sais pas, waouh, elle m'a hantée quoi. Et je pense que c'est dû aussi à ce roman. Et là donc je pense avoir fini avec tout ce qui a marqué mon adolescence, parce que oui, en même temps j'oublie parce que regardez, hop, comme c'est clair mes notes, hein, Nina, tu abuses. Donc, je vais passer à côté mes lectures de jeune adulte, donc après le bac, donc c'est à partir de 2015. Alors, comme il y avait Jane Eyre, hein, bien entendu, je vais pas m'attarder dessus, c'est une lecture que j'ai adorée, même si maintenant que j'ai lu Le Haut sur le vent, je suis peut-être plus Haut sur le vent, mais j'adore Jane Eyre, j'ai vu toutes les adaptations, voilà. Et en fait, Jane Eyre, je l'ai lu plus tard, parce qu'on pourrait croire que j'aurais pu enchaîner, vu que j'avais une passion pour Ellen Burns et Jane Eyre quand j'étais petite à cause de ce roman. Non, je l'ai pas enchaîné parce qu'il faut savoir qu'au lycée, je lisais très peu de romans. J'ai lu Incendie et les romans aussi en français, Les Légions dangereuses, Pierre et Jean de Maupassant, Madame Bovary, Candide de Voltaire, voilà, parce que c'était des lectures dans le cadre de ma scolarité. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse si je fais une vidéo, hein, j'aimerais bien faire une vidéo où je relis les lectures qu'on m'a imposées au collège et lycée, pour voir ce que j'en pense une fois adulte. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais outre ça, je lisais peu de romans par moi-même. En fait, je lisais des fanfictions. J'écrivais et je lisais surtout des fanfictions. Voilà, j'ai ma période fanfiction. Mais par contre, une fois que j'ai eu le bac en 2015 et que je me suis installée à Reims en tant qu'étudiante, un jour, l'algorithme YouTube a fait que je suis tombée sur une vidéo de Cassandra de la chaîne Croque les mots. Et c'est comme ça que je suis découvert Booktube. Et j'ai regardé toutes les vidéos de Cassandra. Je me suis procuré le cirque des rêves que j'adorais. Voilà, j'ai voulu lire tout ça. Puis après, j'ai découvert d'autres chaînes YouTube. J'ai découvert le Carnet enchanté de Sandy Ruperti, qui lançait une maison d'édition en 2016. Et du coup, c'est comme ça que j'ai écrit pour Magic Mort. C'est comme ça que je suis devenue autrice publiée, que je suis devant vous aujourd'hui. Je vais pas refaire l'histoire, mais voilà. Ce qui fait qu'à partir de 2015, je me suis remis vraiment à la lecture. Et du coup, et c'est là que j'ai commencé à acheter des livres, à acheter des livres, à lire beaucoup. J'ai lancé mon blog en 2017, Moonlight Symphony, qui n'est plus, enfin, que j'écris plus dessus maintenant, mais voilà, c'est commencé comme ça les avis lecture. Fin 2017, début 2018, je me suis lancée sur Instagram, etc. C'est venu de là. Et en fait, dans cette période-là, surtout en 2015, outre Jane Eyre, il y a, allez, trois romans entre 2015 et 2018 qui m'ont marqué, sachant que ça correspond à mes 3 années de licence de lettres modernes à la fac. Il y a La Passe Miroir, bien entendu, parce que quand je suis tombée sur Booktube en 2015, vous imaginez bien que le roman avait 2 ans, il est sorti en 2013, on le voyait partout, il m'a donné beaucoup envie. Je suis tombée dedans, je l'ai dévoré, et j'ai attendu que le tome 2 sorte. Alors le tome 2 est sorti dans ces eaux-là en 2015, le tome 2 devait sortir, quoi. Et après, j'ai dû attendre toutes les années pour que la suite sorte. Du coup, en attendant le tome 3, j'ai relu le tome 1 et le tome 2. J'ai lu le tome 3, et après, quand le tome 4 est sorti, j'ai relu le tome 1, 2, 3, voilà, d'accord. Donc celui-là, je l'ai lu au moins, je pense, au moins 3 fois. Et, enfin, je vais pas refaire l'éloge de la Passe Miroir, ça a déjà été fait et refait, mais ça fait partie, en fait, aussi de ces œuvres. Déjà, ça m'a permis de renouer pleinement avec l'imaginaire. Et ça fait partie de ces œuvres qui aussi m'ont donné envie d'écrire. En mode, un jour, moi aussi j'écrirai et moi aussi je serai publiée.
parce que quand je vois le talent de Christelle Labos, que ça soit sa plume, ses personnages, son intrigue, son univers de fantaisie baroque, cette atmosphère à la Miyazaki, j'aimerais bien un jour faire ça, atteindre ça. Bon, on peut rêver, hein, mais plus on place la barre haute, plus on vise haut. Donc plus on progresse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ça, c'était 2015 ou 2016 que je l'ai découvert. Il y a eu aussi à la fac Beloved de Toni Morrison. Alors, pas du tout la même ambiance, voilà, c'est pas du tout les mêmes sentiments qu'on va avoir, les mêmes émotions. Et on va plus le rapprocher d'Incendie niveau ambiance. J'en ai parlé récemment dans ma vidéo, mon essai vidéo Hunting the Narrative sur les personnages qui hantent leur récit. Beloved, c'est ça. Je vais pas revenir trop en détail dessus, parce que j'en parle dans la vidéo, mais en gros, c'est un récit inspiré d'une histoire vraie, sur une ancienne esclave qui a fait le choix, attention, trigger warning, infanticide, de tuer sa propre fille Beloved plutôt que Beloved et elle retournent à l'esclavage parce qu'elle sait que la mort est bien plus doux que la vie d'esclave, tellement que c'est horrible. Voilà, donc par amour, elle tue sa fille pour l'empêcher d'être esclave. Ce qui est surtout quand tu sais que c'est inspiré d'un fait divers, hein, ça inspire une histoire vraie. Et Toni Morrison, elle rajoute du fantastique puisque des années après, donc cette femme, cette ancienne esclave, va recueillir une jeune femme-enfant qui s'appelle Beloved également. Un peu étrange, qui a l'air d'être un fantôme de chair, voilà, comme une réincarnation de la fille décédée, voilà. Ce roman est bouleversant, attention, il est très dur à lire parce que on a toutes les scènes, les sévices qu'elle subit en tant qu'esclave. Donc il y a des violences voilà. Mais c'est une lecture qui était nécessaire. Pourquoi je l'ai lu à la fac? Parce qu'en fait, j'avais eu un semestre, j'avais un cours sur la littérature autour de l'esclavage. Voilà. Donc ça fait partie des livres que j'ai découverts et merci à ma prof à la fac d'avoir fait ce cours parce que franchement, c'était important. Et enfin, je finis en beauté. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Victor Hugo. Je vous ai dit que j'ai découvert plutôt Victor Hugo quand j'étais au lycée, avec notamment Les Contemplations. Ça, c'est le côté poétique, mais il y a également eu le côté romanesque. Alors, faut savoir que en 2012, je faisais donc à Bibac. Je suis allée faire un échange d'une semaine ou deux, je ne sais plus, en Allemagne, voilà. Et ma choresse m'a emmenée au cinéma voir un film qui venait de sortir, donc c'était 2013. Ça devait être en février, quelque chose comme ça. 2013. Une comédie musicale qui s'appelle Les Misérables. Et là, j'ai mis Les Misérables, je connais parce que mes parents avaient le DVD de la version de Lannoy, la version avec Jean Gabin, Jean Valjean, etc. Donc je connaissais Les Misérables, je l'avais vu en film à l'époque, le film des années 50. Mais voilà. Et du coup, je me souvenais un peu de l'histoire. Je sais que Marius, Cosette, Jean Valjean, Fantine, je connaissais, tout ça. Et là, je dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais le voir. Bon, le film était en anglais, sous-titré en allemand. Je dis, bon, bah, je vais quand même, je me débrouille en anglais et en allemand. Voilà, et puis je connais un peu l'histoire. Alors, on me dit, je pareil, comédie musicale, Les Misérables, ça me semblait pas évident le lien, vous voyez, parce que pour moi les comédies musicales c'était Grise et Starmania que j'avais chanté à la chorale, on avait monté ces comédies musicales à la chorale du collège. Pour moi c'était ça. Je connaissais pas le côté un peu plus opéra de la comédie musicale Les Misérables et je savais pas que c'était un mastodonte dans l'univers de la comédie musicale, vous voyez. Et je suis tombée. Alors le film a plein de défauts, mais je suis tombée en amour des musiques. Et je suis retombée en amour de cette histoire. Enfin, je sais pas, surtout moi la partie que je préfère, c'est la partie dans les barricades avec Enjolras et les amis de l'ABC, Éponine et Gavroche, voilà, voilà, tout ça. Je suis retombée en amour de ça et tout. À tel point que et là, je suis tombée vraiment encore, vous savez, intérêt spécifique mythologie grecque quand j'étais petite, là, intérêt spécifique Les Misérables, la comédie musicale, donc je suis retombée dessus. J'ai écouté toutes les versions studio, j'ai écouté toute la version française qui est de 91 avant de m'apercevoir que de base, avant que ça soit repris en Angleterre, c'était une comédie musicale bien française avec Michel Sardou dans la première version qui faisait Enjolras. Donc je suis allée écouter les premiers enregistrements de 1980 qui ont été réadaptés en anglais puis retraduits en français.
et retraduit bien en 2024-2025 quand je suis allée le voir au Châtelet, voilà, pour me dire, ça va faire plus de 10 ans que je suis une fan zouze des Misérables. Là, vous voyez pas, mais j'ai même un documentaire sur l'histoire de la comédie musicale, etc. Tout ça pour dire que c'était une passion comédie musicale. Voilà. Le personnage d'Éponine dans la comédie musicale qui est très romancé, mon rôle préféré dans le monde dans le musical. Voilà. Et donc, une fois étudiante avec mon petit argent, je vais à la librairie à Reims, c'est ça, et je veux acheter du coup Les Misérables. Et alors je peux pas vous le montrer encore une fois parce que à chaque fois je pose la caméra dessus à quel point le bouquin est épais. J'avais aussi à l'époque à trouver l'intégrale. Il faut savoir que Les Misérables c'est tellement un gros bouquin qui constitué de 5 tomes de 300-350 pages chacun. Et ben, j'ai dit, moi, je veux pas les tomes, moi, je veux la brique. Je sais pas pourquoi, c'est pas pratique. Je voulais la brique. Alors, autant dans les librairies anglaises, je trouve Les Misérables en anglais sous un seul tome, autant en France, j'ai plus de mal à le trouver. Et à l'époque, j'avais trouvé la grosse bricasse qui fait toujours 1600 pages et que j'ai lu donc en 2015, voilà. Et c'est mon Victor Hugo préféré. Depuis, j'ai vu toutes les adaptations des Misérables possibles, enfin trouvables, en tout cas depuis chez moi, que ce soit DVD, skimming ou archives sur des Tumblr, voilà, la folle. Et à tel point que voilà, je vais le relire cette année. Et donc, pour conclure, je vous en renvoie vers ma vidéo lecture commune, les relectures des Misérables cette année. Mais j'ai été obligée, dans mon parcours de lectrice, de parler des Misérables à un moment donné. Donc, j'ai renoué avec cette histoire grâce à la comédie musicale. On se refait pas, hein. J'ai une passion comédie musicale. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai. Et Les Misérables, tout comme Starmania, tout comme Antigone, tout comme Pinocchio, tout ça c'est des influences dans mon projet Hugo. Et peut-être que vous comprenez pourquoi c'est un projet Hugo. Ma biologie, qui est beaucoup d'inspiration hugolienne et qui a un gloubi-glouga de tout ce que j'adore en tant que lectrice. Voilà, tout ça, c'est ça. Je sais pas ce que ça donnera, parce que je sais pas, peut-être que moi j'adore le spaghetti bolognaise, la glace à la fraise et le canard confit. Je vais pas faire un plat où je les mélange, vous voyez. Donc je sais pas, peut-être que ça va être n'importe quoi, je pars dans un truc fou, je sais pas. Mais un jour, j'écrirai cette biologie qui est un peu le grand œuvre de ma vie, et Les Misérables sont à l'origine de ce projet. Voilà. Parce que, je vous ai dit, 2013, je vais voir le Misérable, la comédie musicale au cinéma, et été 2013, j'ai un rêve qui m'inspire cette biologie, et du coup, je fais un mix des deux. Voilà, ça concorde. Et voilà, la vidéo va durer 1h30. Je suis désolée. La Nina du montage me déteste. J'espère que cette longue rétrospective vous a plu. Est-ce que vous êtes reconnus parmi les lectures qui ont constitué ma vie de lectrice, qu'on en a en commune? Est-ce que vous comprenez davantage qui je suis maintenant? Je serais curieuse d'en discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, comme d'habitude, aimer la vidéo, la partager, vous abonner si ça vous a plu. Moi, j'adorais revenir en arrière, regarder un peu derrière moi tout ce que j'ai lu. Je sais que j'en ai oublié, hein, j'en suis certaine. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire quelles sont les lectures qui ont marqué votre vie de lectrice ou de lecteur. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Bisous!